Trump déclare aux journalistes dans le bureau ovale qu'il raterait peut-être le mariage de Don Jr., son fils aîné, qui devait épouser Bettina Anderson aux Bahamas ce week-end. Je lui ai dit « Ce n'est pas le bon moment pour moi. J'ai ce truc qu'on appelle l'Iran et d'autres choses. » Vendredi, il confirme. Il ne viendra pas. Je sens que c'est important pour moi de rester à Washington, à la Maison-Blanche, pendant ce moment très important. Félicitations à Don et Bettina. La Maison-Blanche modifie son agenda. Trump, qui devait séjourner dans son golf de Bedminster dans le New Jersey, rentre à Washington vendredi soir. Et vendredi matin, il réunit ses plus proches conseillers pour discuter de la guerre en Iran, selon Axios. Selon CBS News, des militaires américains se préparent à d'éventuelles nouvelles frappes au cours du week-end. Aucune décision n'a encore été prise, précise CBS. Mais pendant ce temps, Trump dit aussi que l'Iran meurt d'envie de conclure un accord. Il parle d'une évolution très positive des discussions. Et Marco Rubio, son secrétaire d'État, présent à une réunion de l'OTAN en Suède, affirme qu'il y a eu une légère avancée dans les négociations. Préparatifs militaires. Propos optimistes. Simultanément. C'est la méthode Trump. Sur le terrain diplomatique, l'activité est intense et contradictoire. D'un côté, le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, est arrivé vendredi à Téhéran. Il a été accueilli par le ministre de l'Intérieur iranien Eskandar Momeni, en présence de son homologue pakistanais, Mohsin Raza Naqvi, qui s'est déjà rendu 2 fois en Iran cette semaine. De son côté, une délégation qatari est arrivée à Téhéran vendredi, en coordination avec les États-Unis, pour tenter de parvenir à un accord. Le Qatar, déjà médiateur dans la guerre à Gaza, s'était jusqu'ici tenu à l'écart d'un rôle de médiation dans ce conflit, après avoir été ciblé par des attaques iraniennes lors des récents affrontements. Son implication est un signal nouveau. Au total, l'armée pakistanaise, le ministère de l'Intérieur pakistanais et maintenant une délégation qatari convergent tous vers Téhéran le même week-end où Trump reste à Washington. La pression diplomatique est maximale. Et pourtant, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Esmaeil Baghaei, a déclaré vendredi que l'accord n'est pas imminent. Il a réaffirmé qu'à ce stade, les négociations visent à mettre fin à la guerre et que les détails des questions liées au dossier nucléaire ne sont pas prévus à ce stade des discussions. Il a qualifié les exigences américaines sur le nucléaire excessives et déraisonnables, rejetant notamment toute discussion sur l'accès à l'uranium hautement enrichi iranien. La raison pour laquelle nous ne discutons pas des détails des négociations est évidente. Nous l'avons déjà fait à 2 reprises par le passé et les excès de la partie adverse nous ont conduits à la guerre. Nous ne pouvons pas ignorer cette expérience, a-t-il ajouté. Et le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi est allé encore plus loin samedi. Dans une conversation avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il a accusé les États-Unis de saboter les négociations. Il s'est plaint des positions contradictoires et demandes excessives répétées de Washington, qui perturbent le processus de négociation mené sous l'égide du Pakistan. Et il a tenu à souligner que, malgré sa profonde méfiance envers les États-Unis, la République islamique d'Iran s'est engagée dans ce processus diplomatique avec un esprit de responsabilité et le plus grand sérieux. Sabotage, c'est le mot choisi par Téhéran. Légère avancée, c'est celui de Rubio. 2 lectures, 2 réalités, une seule table des négociations qui n'existe pas encore vraiment. Sur le détroit d'Ormuz, les données concrètes montrent une ouverture progressive mais contrôlée par l'Iran. Les gardiens de la Révolution affirment que 35 navires ont franchi le détroit au cours des dernières 24 heures, contre 31 la veille. Ces passages se font avec l'autorisation et en coordination avec la marine des Pas-d'Aran. L'Iran ne rouvre pas le détroit. Il le gère. Et il commence à envisager d'en étendre le contrôle bien au-delà du trafic maritime. Selon Télégeographie, au moins 7 artères de fibres optiques sous-marines, essentielles pour connecter les pays du Golfe au reste du monde, traversent ce couloir maritime. Les gardiens de la Révolution évoquent seulement désormais une taxation des utilisateurs de ces câbles. Ce n'est plus seulement le pétrole, c'est Internet. Ce n'est plus seulement une mesure de guerre, c'est une infrastructure de souveraineté permanente. Marco Rubio, depuis la Suède, a prévenu sans ambiguïté: l'Iran tente de créer un système de péage dans le détroit et aucun pays ne devrait l'accepter. Et il a ajouté que les alliés devaient réfléchir à un plan B en cas d'échec des négociations. Nous devons commencer à réfléchir à ce que nous ferons si, dans quelques semaines, l'Iran décide « on s'en fiche, on garde le détroit fermé, on coule tout navire qui ne nous écoute pas ou qui ne nous paie pas ».
Dans ce scénario, il faudra bien que quelqu'un fasse quelque chose. Une déclaration qui dit tout sur l'état d'esprit américain. On négocie, mais on prépare le pire. L'Union européenne a franchi ce vendredi un seuil important. Bruxelles a décidé d'élargir le champ de ses sanctions contre l'Iran à toutes les personnes et entités impliquées dans les actions de l'Iran qui menacent la liberté de navigation au Moyen-Orient. Autrement dit, quiconque contribue au blocage d'Ormuz pourrait désormais être frappé d'interdiction de voyager dans l'UE, de gel d'avoirs et d'une interdiction pour les entreprises et titulaires et citoyens européens de faire affaire avec eux. Et au niveau de l'OTAN, le secrétaire général Mark Rutte a déclaré depuis la Suède que la liberté de navigation était le cri de ralliement, commun aux Européens et aux Américains, saluant le prépositionnement d'équipements, de navires et de systèmes autonomes par les pays européens près du détroit. Il a cité l'initiative franco-britannique et la présence du porte-avions Charles de Gaulle en mer d'Arabie. L'OTAN suit de près cette initiative sans pour autant la diriger, a-t-il précisé. La décision d'y impliquer formellement l'Alliance n'a pas encore été prise. Le sénateur républicain Roger Wicker, président de la commission des forces armées du Sénat américain, a lui pris une position nettement plus dure. Il a écrit sur X que Trump doit permettre aux forces armées américaines d'achever la destruction des capacités militaires sud-conventionnelles de l'Iran et de rouvrir le détroit. Il a estimé que Trump était mal conseillé en étant poussé à rechercher un accord et que cela risque de donner une perception de faiblesse. Nous devons finir ce que nous avons commencé, a-t-il ajouté. Une voix qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas dans la majorité républicaine. Du côté émirati, le haut conseiller du président, Anwar Gargash, a livré une évaluation particulièrement franche depuis Prague au Forum Globsec. Il a estimé à 50-50 les chances d'un accord entre l'Iran et les États-Unis sur le détroit d'Ormuz. Il a rappelé que depuis le début de la guerre, les Émirats arabes unis ont été la cible d'environ 3300 drones et attaques, dont seulement 4% ont atteint leur cible. Et il a formulé quelque chose de nouveau et de significatif. Le programme nucléaire iranien était notre deuxième ou troisième préoccupation. C'est désormais notre première préoccupation. Nous constatons que l'Iran est capable d'utiliser n'importe quelle arme dont il dispose. C'est ce que nous avons appris. Une déclaration qui élargit l'enjeu. Pour les pays du Golfe, cette guerre a fondamentalement changé leur perception de la menace iranienne. Les marchés mondiaux, eux, veulent croire à la paix. En Europe, vendredi matin, Paris progressait de 0,50%, Francfort de 0,71%, Milan de 0,50%, Londres de 0,28%. En Asie, Tokyo a pris 2,68%, Taipei 2,14%, Séoul 0,41%. Mais le Brent remontait également de 2,61% à 105,26 $, sur fond de crainte de pénurie. Au 21 mai, les forces américaines avaient redirigé 97 navires commerciaux et en avaient immobilisé 4 dans le cadre du blocus des ports iraniens. La coupure d'Internet en Iran est entrée dans son 84e jour, 1992 heures sans accès aux réseaux internationaux pour 85 millions d'Iraniens. Sur le plan humanitaire, l'OMS a fait état de 169 attaques confirmées contre des professionnels et installations de santé au Liban depuis le début du dernier conflit entre Israël et le Hezbollah. 116 membres du personnel de santé ont été blessés. Et au Liban, Israël a endommagé ou détruit 45% des villes du sud du pays, selon Le Monde. Plus de 1000 km² de territoire occupés par Israël depuis le 7 octobre 2023 à Gaza, au Liban et en Syrie. Et à la Mecque, plus d'1,2 million pèlerins ont commencé à converger pour le Hajj qui débute lundi, dont des Iraniens et des ressortissants des monarchies du Golfe habituellement en conflit. Brandir des drapeaux politiques ou confessionnels ainsi que toute forme de slogan scandé est interdit pendant le Hajj, a rappelé un média d'État saoudien. La religion suspend la guerre. Pour quelques jours, peut-être. Voici la question que je vous pose. Le Pakistan, le Qatar, la diplomatie américaine et iranienne sont tous en mouvement ce week-end. Mais Trump est peut-être en train de préparer une frappe et l'Iran accuse Washington de sabotage. Dans ce contexte de négociations-menaces simultanées, pensez-vous qu'un accord peut encore émerger dans les prochains jours ou est-ce que la dynamique militaire va finir par l'emporter sur la diplomatie? Répondez dans les commentaires. Laissez un pouce bleu si cette analyse vous a été utile. Abonnez-vous, activez la cloche.
On se retrouve très bientôt.